Ça y est, ce foutu projet immobilier est enfin terminé et c'est l'heure de tirer des leçons, d'apprendre de tout ce qui s'est passé durant ce projet, durant toute cette année de chantier, puisque ça a pris presque un an. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est de faire un petit peu le bilan et de vous parler de toutes les leçons que j'ai apprises, ou en tout cas que j'ai renforcées durant ce projet, afin que eh bien, vous, derrière votre écran, vous puissiez eh bien, progresser sur vos prochains projets immobiliers ou sur des projets immobilier que vous avez en cours. C'est parti. Donc déjà, le problème numéro 1 auquel je me suis confronté avant même de devenir propriétaire de ce bien immobilier, c'était les problématiques de voisinage et les problématiques dans la copropriété. Alors là, déjà, il faut savoir que lorsque j'ai acheté un petit peu en connaissance de cause. Alors en connaissance de cause, c'est pas tout à fait exact, puisque lorsque j'ai visité le bien, c'était curieux, la propriétaire, elle n'arrêtait pas de me dire, voilà, on vous montre tout, on vous cache rien, etc. Et moi, je me suis dit, en général, quand quelqu'un te dit, moi je vous cache rien, c'est que, il vous cache quelque chose. Par conséquent, je me suis dit, bon, c'est curieux, et en fait, plus on a avancé, ça a commencé à arriver chez le notaire, là, il y a des papiers un petit peu plus officiels qui sont arrivés, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un conflit larvé qui existait avec un voisin depuis à peu près 25 ans. Donc ce conflit, il touchait à une pseudo-annexion des parties communes. Alors ces parties communes qui avaient été annexées, on vous remettra une petite séquence vidéo, c'était une partie qui était sous l'escalier extérieur, et qui avait été utilisée plus ou moins comme un espace, ça avait été annexé pour la cuisine de mes vendeurs. Maintenant, à savoir si c'était une partie commune ou une partie privative avant cet aménagement-là, moi globalement j'en savais rien. Alors il y avait eu des litiges, des procès, il y avait eu une expertise qui avait été faite, etc. Le rapport d'expertise était extrêmement faible. Bref, moi quand je suis rentré dans cette copropriété, le problème existait toujours, il n'avait pas été réglé. Et pour le voisin qui restait, il s'agissait toujours d'une partie commune qui avait été annexée. Alors là, il faut être clair, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ok, c'est le bordel, mais bon, j'ai l'habitude, ce bordel-là, je vais le résoudre. Il faut savoir aussi que ça m'a pas beaucoup stressé, puisque je savais que je n'allais pas faire un achat-revente sur ce bien. Alors, je savais que ça allait être ou une acquisition pour moi à titre personnel, ou bien alors que ça allait être transformé pour un investissement locatif. En tout cas, je savais que j'aurais le temps de procéder à la régularisation de ce problème. Maintenant, si ça avait été de l'achat-revente, j'aurais procédé tout à fait différemment, parce que là, il est clair que si vous êtes professionnel de l'immobilier, que vous envisagez de faire une opération d'achat-revente sur un bien comme celui-là, et que vous voyez qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit, qu'il y a une pseudo-partie commune qui a été plus ou moins annexée, bref, qu'il y a potentiellement un copropriétaire qui va vous mettre des bâtons dans les roues, et bien là, clairement, il faut traiter le problème avant de pouvoir revendre. Alors peut-être que vous allez pouvoir revendre quand même, peut-être que la vente va légalement pouvoir passer. Par contre, ça va clairement impacter la valeur du bien, puisque ce genre de problématiques font extrêmement peur aux particuliers. Et en général, nous, les marchands de biens, là, on arrive à faire des très bonnes affaires et on arrive à mettre en avant nos compétences. C'est quand on rentre dans, justement, des biens immobiliers qui ont des situations juridiques problématiques comme celle-là, qui font peur aux particuliers. Et nous, on arrive, eh bien, avec notre neutralité, notre professionnalisme, à les régler et donc à donner de la valeur au bien. Toujours est-il que si vous envisagez d'acquérir un bien comme celui-là, où il y a un problème, un litige avec un copropriétaire ou avec la copropriété en général, eh bien, il faut vous protéger un maximum. Il faut vraiment vous couvrir, parce qu'à partir du moment où vous devenez propriétaire, vous devenez propriétaire des emmerdes également. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, lorsqu'on est marchand de biens, on a tout un arsenal juridique à disposition. Le droit immobilier est extrêmement riche en moyens de se protéger pour les professionnels de l'immobilier. Et ce que je vous invite très chaleureusement à faire, avant de vous lancer avec un peu trop de témérité dans des biens comme ça un petit peu complexes, eh bien, c'est d'apprendre à manier tout cet arsenal juridique. Sachez qu'il y a beaucoup d'outils à notre disposition, et ça fait partie notamment de ce que nous enseignons dans les formations de la MDB Academy pour les personnes qui veulent devenir marchands de biens immobiliers. C'est d'apprendre justement à se protéger et apprendre surtout à ne pas perdre d'argent avant de vouloir en gagner. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans les opérations de marchand de biens, eh bien, je vous invite très chaleureusement à vous former et à apprendre justement
à vous protéger, parce que si l'immobilier peut rapporter beaucoup, eh bien une opération mal menée peut aussi clairement vous mettre dans une situation très désagréable. Un autre problème auquel on a été confronté, auquel j'ai été confronté dans ce bien, c'est l'aménagement très problématique de l'existant. Donc si vous n'avez pas vu les toutes premières vidéos de cette série immobilière dont vous êtes le héros, eh bien je vous invite à aller voir notamment la première vidéo qui concerne la visite, dans laquelle vraiment vous allez vous rendre compte que c'était extrêmement problématique et que ça nécessitait beaucoup d'imagination, puisque bien le rez-de-chaussée c'était n'importe quoi, il y avait quasiment pas d'ouverture, très peu de luminosité. Au niveau du deuxième étage, on était assez bas de plafond, et donc ça a nécessité pas mal de réflexion. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait venir pas mal de professionnels, notamment concernant la dalle des combles, qui avait, si vous vous en rappelez, une espèce de poutre qui dépassait sur le dessus. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit « ouais, non, ça on peut rien faire, non, ça c'est trop compliqué ». En fait, il s'avérait que c'était juste des mecs qui avaient pas envie de faire ce job-là, de la virer, cette poutre, parce que en fait, c'était tout à fait faisable. C'est ce que nous avons fait au final. Et là, certaines personnes pourront peut-être voir effectivement ce côté bordélique un petit peu du bien comme une problématique. Mais il faut savoir, en tout cas, c'est mon avis, que tout ce côté visite, imagination du réaménagement, ça fait partie du gros intérêt du métier de marchand de biens, puisque c'est là où il faut faire travailler ses méninges, travailler son imagination. On peut imaginer quelque chose de complètement nouveau, et il faut composer aussi avec les contraintes techniques, parfois aussi les contraintes budgétaires, mais c'est là justement qu'est toute la subtilité du métier, et c'est ce qui fait, à mes yeux, tout son intérêt. Donc il y a beaucoup de personnes, je sais, qui ont visité ce bien et qui n'ont pas fait d'offre, puisque justement elles ont dû se dire « ah bah non, l'aménagement il est beaucoup trop compliqué, ça va pas du tout, là on est exposé au nord, là on n'a pas d'ouverture ». Mais en fait, avec un petit peu d'imagination et avec un bon budget travaux aussi, on peut toujours trouver des solutions. Et à mes yeux, encore une fois, c'est vraiment là l'intérêt du métier de marchand de biens. Le troisième problème, et celui-là il est véritablement épineux, enfin en tout cas il l'a été dans le cadre de ce projet, c'est de voir un prestataire qui ne vous donne pas satisfaction. Et là, pour rappel, au début de ce projet, j'ai engagé une personne pour me faire un petit peu l'aménagement et la décoration intérieure, donc pas l'aménagement des travaux, parce que ça, c'est moi qui l'ai géré, mais plutôt tout ce qui est décoration intérieure. Alors ça, c'est une partie que j'aime pas mal faire moi-même, sauf qu'il s'est avéré que ce chantier est arrivé à une période extrêmement chargée en ce qui me concerne. Donc c'est arrivé à peu près 6-8 mois avant mon départ en voyage, et je savais que j'allais avoir énormément de travail de préparation avant de pouvoir partir, et par conséquent, j'ai voulu le plus possible m'entourer de personnes spécialisées dans leur domaine pour pouvoir un petit peu me décharger à ce sujet. Donc en fait, j'ai pris une personne qui m'aide un petit peu là-dessus, donc sur le choix des coloris, des faïences, des trucs comme ça. Sauf que ça m'a pas du tout donné satisfaction. En fait, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que les décoratrices d'intérieur, c'est un petit peu comme certains autres prestataires, ils ont leur façon de faire, leur façon de décorer, et ils ont leur style. En fait, ils copient-collent un petit peu leur style un petit peu partout, et quand on veut quelque chose de différent, ça va pas forcément, et ils sont pas toujours forcément très à l'aise. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a pas forcément donné trop satisfaction. Enfin, les trucs, les planches d'ambiance, les trucs comme ça, je trouvais ça pas terrible. Les suggestions, je trouvais ça pas exceptionnel. Et puis j'ai attendu, et jusqu'au moment où je me suis dit, bon ok, c'est bon, tu sais quoi, laisse tomber, ça fonctionne pas. En fait, mon départ commençait à se rapprocher. Je commençais à avoir des soucis sur le chantier. La réactivité ne me convenait pas. Je me suis dit, ah putain, mais ça va être tellement galère quand je vais être à l'étranger, de devoir communiquer, etc. Donc là, j'ai décidé, on avait déjà pas mal avancé ensemble, mais j'ai décidé de lui dire qu'on pouvait pas continuer comme ça, et donc je préférais me séparer d'elle et ne pas continuer à avoir recours à ses services. Et donc là, bien entendu, j'ai dû lui payer une partie de sa prestation, j'ai dû payer une nouvelle prestataire, mais au final, ça a été un mal pour un bien, et je vous raconterai pourquoi. Ce que je veux vous dire, c'est que en général, quand ça commence à puer au départ, ça va pas en s'arrangeant. C'est-à-dire qu'en réalité, assez tôt, je me suis rendu compte que ça collait pas à ce que j'attendais, la communication n'était pas forcément suffisamment fluide, et comme j'avais pas forcément envie d'aller chercher une nouvelle prestataire, je suis resté avec celle-là. Sauf que, en général, les problèmes, ils vont pas en s'arrangeant avec vos prestataires. Et à mon avis, c'est vraiment une des leçons que je tire de ce projet, c'est que dès les premiers écarts, ou dès les premiers désaccords, on va dire, ou dès les premières déceptions, c'est-à-dire quelque chose que vous attendiez et puis que vous n'avez pas reçu, il faut faire des mises au point. Il faut faire une mise au point immédiate en disant « Attends, là, c'est pas ce à quoi je m'attends. Est-ce qu'on est bien raccord sur nos attentes respectives? Si oui, très bien, on continue, on ajuste un petit peu, on rectifie le tir. Et puis si on n'est pas raccord, peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter là. » Et là, il y a un enseignement que nous transmettons très souvent dans nos formations, c'est que quand il y a un souci comme ça, que ce soit avec un prestataire ou autre, mieux vaut se couper le doigt que le bras. C'est-à-dire que oui, ça va être pénible parce que vous allez devoir
devoir avoir une conversation difficile avec la personne. Oui, vous allez devoir peut-être lui payer une partie de sa facture alors qu'au final, il va vous laisser en plan. Et 3, oui, il va falloir aller se coltiner d'aller chercher un nouveau prestataire. Mais sachez que si vous continuez dans la voie que vous avez entamée avec un prestataire qui est problématique, eh bien il se peut que le coût soit largement supérieur au bout de quelques mois, puisque vous allez vous enliser dans une situation foireuse, et plus le temps va avancer, plus il sera difficile de vous en séparer, plus ça va vous coûter cher. Et aussi, plus vous avancez, moins vous aurez de facilité à trouver un nouveau prestataire qui sera prêt en fait à reprendre le job comme ça, le job à moitié fait. Et cela risque clairement de plomber non seulement votre projet, mais aussi votre énergie perso. Donc l'énergie que vous aurez pour ce projet et pour le reste vont être plombées. Donc clairement, dès que vous avez quelqu'un de problématique comme ça, premièrement, vous faites une mise au point. Et si la mise au point ne fonctionne pas, eh bien, vous arrêtez aussi sec, donc vous vous coupez un doigt, tant pis, et vous allez chercher un nouveau prestataire. En tout cas, en ce qui me concerne sur ce projet-là, j'avoue clairement que j'ai trop laissé traîner, j'ai trop attendu, et au final, j'ai quand même dû faire ce difficile travail de me séparer de la personne et d'aller en chercher une nouvelle. Quatrième problème, qui est un petit peu lié à celui d'avant, mais c'est d'avoir trop confiance dans les prestataires, d'avoir trop confiance dans les personnes avec lesquelles je travaille. Donc là, je sais que c'est clairement ma façon de faire, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients. Et en la matière, ça s'est révélé être un inconvénient. C'est-à-dire que moi, je travaille très souvent en confiance, je travaille au feeling. Si la personne a l'air de me convenir, un simple devis à l'arrache peut me suffire. Par contre, si je sens pas la personne, elle peut me fournir toutes les garanties écrites possibles, j'aurai beaucoup de mal à travailler avec elle. Et en la matière, le prestataire que j'ai choisi pour réaliser les travaux, il m'avait été présenté, il m'avait été recommandé, et puis le courant est passé tout de suite. Il a eu l'air très pro, etc. Et donc, il m'a fait un petit devis qui était vraiment pas détaillé pour un chantier à 140 000 balles. Mais je dis bon, ok, écoute, on s'est mis d'accord, machin, ça fonctionne, on bosse ensemble. Et là, les problèmes ont commencé à arriver, comme vous le savez sans doute. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir les épisodes sur le suivi de chantier et toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des moyens de recours qui étaient extrêmement limités. Donc sur ce projet, ça m'a causé beaucoup de tort puisqu'il y a plusieurs problématiques que j'ai constatées, et notamment, il y avait du laxisme sur l'absentéisme des ouvriers. C'est-à-dire que moi, souvent, je venais, puis je constatais que les ouvriers, ils arrivaient à 10h30, 11h du mat comme des fleurs, que souvent, on avait mis des caméras pour faire des time-lapse, que souvent, il n'y avait personne, qu'il y avait des jours entiers où personne ne venait sur le chantier. Et également, on a eu des gros soucis de finition, comme vous le savez peut-être si vous avez regardé un petit peu les épisodes. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller regarder les épisodes pour voir un petit peu les problématiques auxquelles je me suis confronté au niveau des travaux. Et clairement, c'est arrivé à une période qui était extrêmement compliquée pour moi, puisque le chantier était censé être livré en janvier 2022. Moi, j'étais censé partir mi-mars 2022. Donc, c'est vraiment arrivé à un moment où j'avais 3 millions de trucs à préparer avant mon départ en voyage. Et donc, clairement, c'est un projet que j'ai un petit peu laissé de côté, je ne l'ai pas priorisé. Et donc là, j'ai commencé à voir que ça allait être la merde et que probablement que le chantier, il allait pas être terminé avant mon départ. Et clairement, je l'avoue, j'ai péché par nonchalance. Comme je n'ai pas priorisé ce dossier, je me suis dit oui, bon, ça va être terminé, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Au final, il s'en est pas forcément hyper bien occupé. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas signé de contrat de travaux, de trucs comme ça, parce qu'on travaillait en confiance. Et donc là, je me suis retrouvé un petit peu coincé et avec des moyens de pression qui étaient très limités. Donc le chantier ne s'est pas terminé avant mon départ, ça a continué à être foireux après mon départ. Heureusement, et là c'est ce que je vous disais dans le point d'avant, parce que j'avais changé la personne qui était en charge de l'ameublement, j'ai pris une personne que je connaissais personnellement, une personne de confiance et qui a vraiment géré, mais comme une pro, ce chantier. Et sans elle, ça aurait été la merde intégrale, donc je lui dois vraiment beaucoup. Et donc là, elle me dit, écoute, c'est la merde, les finitions elles sont toujours dégueulasses, ils viennent quand ils veulent, etc. Moi j'étais dans le Colorado quand j'ai appris ça, et là, clairement, j'avais zéro moyen de pression. Donc j'ai appelé mon avocat, on a commencé à mettre des choses en place. Ça a pris des mois avant de réussir à débloquer la situation. Maintenant, ce que je veux vous dire, la leçon que je tire clairement et que j'appliquerai sur les prochains dossiers, c'est que la confiance n'exclut pas la prudence. Et par exemple, vous pouvez demain vous marier, vous pouvez être très amoureux de la personne avec laquelle vous allez vous marier. S'il y a des enjeux financiers, ça ne vous empêche pas de faire un contrat de mariage. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amoureux, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance en la personne. Mais il faut toujours se préparer au pire, c'est-à-dire à savoir, si jamais ça part en sucette, qu'est-ce qu'on fait? Et là, clairement, ça a été mon tort sur un chantier aussi important que celui-là.
j'aurais clairement dû mettre en place un minima un petit contrat de travaux qui couche les attentes en termes de prestations, les attentes en termes de délai et surtout qu'est-ce qu'on fait si jamais le travail fourni ne me donne pas satisfaction. Donc ça, c'est vraiment une grosse leçon que je tire de ce projet. D'ailleurs, si vous avez rencontré des situations similaires, si vous avez des questions par rapport à tout ça, mettez-les-moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo de complément. En tout cas, malgré la confiance que j'ai accordée à cette personne, si c'était à refaire, même si je lui faisais toujours confiance comme au premier jour, je mettrais en place, comme je vous disais, des contrats ou autres, et surtout j'irai plus souvent sur le chantier, donc je serai beaucoup plus vigilant, je surveillerai plus le job, et je vous invite aussi à être un petit peu plus voilà, avoir un peu plus le nez sur le travail de vos prestataires, surtout si c'est la première fois que vous travaillez avec eux. Ensuite, j'ai eu des gros, donc ça c'est le 5e problème, j'ai eu des gros conflits de voisinage, comme vous le savez sans doute. Donc j'ai un voisin hors de la copropriété qui n'a pas arrêté de gueuler parce que les ouvriers faisaient du bruit. Moi, je vous prendrai dans la véganisme. Ça, de toute façon, un chantier où vous avez de la maçonnerie, de la démolition, ça fait forcément du bruit. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais j'ai eu aussi un conflit avec mon voisin intra-copropriété, donc qui a fait chier tout le monde, qui gueulait comme un veau sur tout le monde, sur les ouvriers et compagnie, enfin bref, quelqu'un d'assez hystérique. Il m'est indiqué que cette porte a été créée, qu'elle n'existait pas. Tu vas pas foutre! Et qui a vraiment tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues. Donc moi, quand j'ai acheté, je savais que cette copropriété, elle était dysfonctionnante, qu'il n'y avait pas de syndic. Enfin, il y avait un syndic, mais il était géré par un administrateur judiciaire qui était aux abonnés absents. Et donc, en gros, ça faisait, je sais pas, 1 an et demi qu'il n'y avait pas eu d'AG. J'ai essayé de faire les choses dans les règles. J'ai essayé de convoquer une AG par l'intermédiaire de cet administrateur judiciaire. Ça n'a pas réussi. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé coincé. C'est-à-dire que je me suis dit, bon bah ok, j'ai un copropriétaire ici qui s'oppose farouchement à mes travaux. Je n'ai pas d'autorisation. Je n'arrive pas à voir le syndic. Qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est un vrai problème auquel vous, potentiellement, vous pouvez demain être confronté. Donc moi, je me suis dit au bout d'un moment, bon bah ça va, le syndic il me répond pas, donc je vais avancer avec mes travaux. Donc je me suis quand même un petit peu renseigné auprès de notaires, avocats, etc. J'ai mesuré un petit peu le risque et je me suis dit bon bah ok, je suis prêt à assumer le risque de faire les choses comme ça. Donc ce que j'ai bien fait, clairement sur ce point-là, c'est d'être très transparent avec la deuxième voisine. Donc on est 3 copropriétaires dans cette petite copro. J'ai été très transparent avec la voisine tout de suite. J'ai eu un accord signé de sa part, donc je lui ai fait des plans, des trucs et elle m'a signé un accord. Donc déjà c'était vraiment quelque chose. Et ça, donc la procédure judiciaire avec mon voisin n'est pas encore terminée, mais j'ai bon espoir que le jour où ça va se traiter, eh bien le fait d'avoir eu l'accord signé avec la voisine, eh bien ça jouera en ma faveur. En tout cas, ça c'est le point que j'ai bien géré. Le point que j'ai un petit peu moins bien géré, c'est d'avoir pas été, on va dire, assez transparent et assez dans la communication avec tout le voisinage. C'est-à-dire que clairement, bon, encore une fois, j'avais beaucoup de travail quand le chantier a démarré, donc c'est pas une excuse, mais du coup j'ai un petit peu négligé tout ça. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est déjà communiquer beaucoup plus, ne serait-ce qu'avec les voisins, même hors copropriété, pour aller les voir, taquer à la porte, dire écoutez, voilà, il va y avoir un chantier, ça va faire du bruit, voilà, je m'excuse, ça va durer tant de temps, etc. Peut-être qu'on aurait eu moins de soucis. Et aussi, bon, avec le voisin problématique, j'aurais pu aussi plus communiquer, dire voilà, le chantier va démarrer à telle date, il va y avoir du bruit de telle date à telle date, parce que lui, il était là en télétravail quand il y a eu 10 jours de démolition très lourde, donc il a pété une durite, ce que je peux comprendre, mais à un moment donné, moi, je peux rien y faire. Enfin, je veux dire, j'ai pas encore trouvé le moyen d'exploser une dalle dans le silence, donc malheureusement, il a subi des préjudices, mais ça, je veux dire, je pouvais rien y faire, mais par contre, j'aurais pu être beaucoup plus dans la communication. Donc aujourd'hui, ce que je ferais si c'était à refaire, eh bien, c'est que j'irais voir les personnes les unes après les autres et être un petit peu plus transparent quant aux nuisances qu'ils vont subir et quand est-ce que ça va se terminer. Et une autre chose que je ferais différemment, c'est que si ça devait se refaire, je serais plus présent sur le chantier et je ne laisserais pas les ouvriers seuls face à ça. Parce que clairement, ils ont eu à subir d'énormes pressions, ils ont eu à subir d'énormes désagréments, des menaces, des hurlements, des trucs comme ça. Et c'était des conditions qui étaient vraiment extrêmement désagréables pour eux de bosser. D'ailleurs, j'ai fait venir, enfin je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais à la fin, tellement le voisin était agressif avec mes ouvriers, ils se sont barrés du chantier, ils ont dit écoute, nous on ne peut plus travailler là-bas, on en a marre et on se fait insulter tout le temps. Donc j'avais fait venir une société de sécurité privée pour qui fasse tampon entre le voisin et les ouvriers pour
pour pouvoir terminer le chantier tranquille. Il s'est avéré que le jour où on les a fait venir, au final, le voisin n'était pas là. Mais du coup, voilà, si c'était à refaire, je serais beaucoup plus présent et je ne laisserais pas les ouvriers seuls face à ça. Les conclusions donc globales que je veux donc partager avec vous et que je vous invite à prendre comme leçon également pour vos projets immobiliers ou vos projets d'entrepreneuriat en général, mais en tout cas moi je retiens, c'est déjà la nécessité de poser du cadre. Moi je m'estime pas être quelqu'un de très laxiste, mais voilà, là j'ai clairement péché par manque de cadre. Si c'était à refaire, eh bien je poserais beaucoup plus de cadre. Déjà ça peut être un cadre chronologique sur mes attentes. Voilà, je me dis bah écoute, j'attends que le chantier soit livré à telle date, qu'il soit livré dans telles conditions, etc. Voilà, c'est très important de poser du cadre et surtout, si vous voyez qu'il y a une sortie de cadre, eh ben, de recadrer tout de suite par rapport à vos attentes en termes de qualité et en termes de délai. L'autre point auquel je serais extrêmement vigilant, c'est le fait de gérer un chantier à distance. Alors là, j'habitais encore à 10 minutes en bagnole du chantier quand il a eu lieu, mais je me suis dit, bon bah, je peux le gérer à distance, j'ai pas besoin d'être trop présent. Et ça c'est un gros sujet en immobilier, c'est un gros sujet chez moi en particulier, de savoir est-ce qu'on peut véritablement gérer des dossiers immobiliers à distance. Mon avis sur la question avant, c'était que ouais, on peut facilement et tout. Mon avis sur la question maintenant, c'est que oui, on peut, mais par contre, qu'il faut clairement avoir très bien sélectionné ses ouvriers et aussi, surtout, avoir une personne de confiance. S'il y a juste vous et l'entreprise qui réalise vos travaux et que vous êtes à distance, à mon avis, c'est une très mauvaise idée puisque l'entrepreneur va vous raconter un petit peu ce qu'il veut, vous ne serez pas sur place pour vérifier et vous serez obligé de lui faire 100% confiance. Et oui, je sais, on me dit ouais, mais tu peux lui demander de faire des photos, lui demander de faire des vidéos, mais en réalité, sur des photos, sur des vidéos, on ne voit pas les petits défauts, on ne voit pas les problématiques qu'il peut y avoir sur un chantier. Si un placo est mal fait, si des joints sont dégueulasses, si des baguettes ont été mal posées sur des photos, vous ne le verrez pas, à moins que le mec il aille prendre une photo en macro. Et franchement, s'il sait que son travail est dégueulasse, il n'ira pas le faire. Donc, à mon avis, on peut gérer un chantier à distance, c'est possible, mais il faut véritablement avoir une tierce personne en laquelle vous avez toute confiance et une personne surtout qui travaille en toute objectivité pour vos intérêts et pas pour ceux de vos sous-traitants. Autre conclusion, c'était quelque chose que je savais déjà, mais ça me le confirme, c'est que vraiment les travaux de seconde œuvre, c'est vraiment chiant. Donc comme vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne YouTube, moi j'essaye autant que faire se peut sur les projets de marchand de biens d'éviter les travaux de rénovation. Et là ce projet, je ne pouvais pas ne pas faire de travaux de rénovation puisqu'il fallait rénover, c'était pour le louer ou pour y vivre. Et donc on ne pouvait pas y couper. Mais en tout cas, ça me confirme que les travaux de rénovation c'est extrêmement pénible et que si vous pouvez vous les éviter, eh bien c'est mieux. Ceci étant dit, avec mon frère, on constate de plus en plus que les biens sont compliqués à vendre et que également pour aller chercher de la marge un petit peu supplémentaire, on va de moins en moins pouvoir se soustraire aux travaux de rénovation et donc je vais être amené à en faire de plus en plus, ce qui veut dire qu'il faudra apprendre plus à gérer justement toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur toute la partie seconde œuvre. Enfin, une conclusion extrêmement importante, donc si vous étiez un petit peu à moitié endormi, je vous invite à vous réveiller parce que là c'est vraiment un point extrêmement important que je vous invite à prendre et à garder pour toute votre vie d'investisseur, d'entrepreneur, que ce soit en immobilier ou ailleurs. C'est que cette situation, quand on est dans l'œil du cyclone et quand on se sent absolument désespéré, elle est terrible à vivre. Et je peux vous garantir que oui, effectivement, j'étais en voyage, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment, donc j'étais dans le Colorado, je venais d'avoir ma collègue au téléphone qui m'explique que le chantier est catastrophique, que le patron est parti pour 3 semaines dans une autre ville gérer un autre chantier et je ne savais plus quoi faire, je n'avais absolument aucun recours, c'était terrible. Et quand on est dans l'œil du cyclone comme ça, quand on est dans cette situation et un petit peu au fond du trou et qu'on sent qu'on n'a pas d'espoir, c'est vraiment une situation extrêmement désagréable à vivre et toutes les personnes qui ont investi dans l'IMO ou qui ont entrepris quelque chose dans leur vie l'ont à un moment vécu puisqu'on a tous à un moment donné été laissés tomber par quelqu'un, on a tous été déçus, on a tous subi des écueils, etc. Mais la réussite, elle s'inscrit toujours sur le temps long. Donc quand on fait un focus comme ça d'une demi-journée, voir comment je me suis senti sur cette demi-journée, effectivement c'était terrible. Par contre, regardez, j'ai subi des désagréments pendant des jours, des semaines, voire des mois, ça a été très désagréable. Par contre, maintenant le projet il est terminé et j'ai un bien qui maintenant va s'autofinancer et le patrimoine va s'en trouver accru. Il faut donc que vous vous rappeliez et vraiment regarder cette courbe de la progression,
Voilà, vous en êtes là, vous allez progresser par là. Donc là, ça a l'air lisse quand on le regarde comme ça, mais si vous faites un zoom, eh bien forcément, le quotidien, il est très chaotique. Et lorsque vous êtes justement dans ces chaos du quotidien, il ne faut jamais perdre de vue le fait que, bien que vous soyez là tout de suite, à l'instant T, dans une situation qui est très désagréable, eh bien sachez que dans le long terme, cette progression, eh bien, elle continue dans le bon sens. Donc, bien que, comme vous l'avez vu, ce projet ait comporté beaucoup de petits problèmes, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce bien, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce chantier, puisque maintenant, j'ai 2 biens hyper qualitatifs dans un très bon quartier de Lyon, donc franchement, ça en valait la peine. Et je vous invite également, clairement, à vous lancer, que ce soit de l'investissement locatif, que de la courte durée, de la coloc, que ce soit de l'achat-revente. Franchement, lancez-vous, puisque oui, vous allez rencontrer des problèmes, mais franchement, on s'en fout. Si vous voulez progresser, vous devez forcément bien vous confronter à ce genre de problème. Vous verrez que lorsque vous aurez passé cette tempête, que voilà, vous serez sorti de l'œil du cyclone, que vous aurez réussi à passer la vague, eh bien, toutes ces problématiques-là, elles ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Par contre, la progression que vous aurez effectuée et cet enrichissement auquel vous aurez eu accès, eh bien lui, vous pourrez en bénéficier pour toujours. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.